Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Philippe Joc. Bonsoir Barbara Jaëli, bonsoir à ceux qui nous regardent. Ça va. Ça va. Vous êtes président de la CCIM. Et alors, j'ai lancé mon invitation depuis très longtemps. Entre-temps, il y a eu plein d'eau qui a coulé sous les ponts, et notamment cette instabilité ministérielle, gouvernementale. À l'époque où je vous ai sollicité, le ministre des Outre-mer, c'était Manuel Valls, dans le cadre peut-être... il était question du projet de loi de finances... Exactement, du projet de loi de finances 2026. Et aussi du financement de la sécurité sociale, avec de grosses menaces. Oui, on va en parler, mais un mot néanmoins, parce qu'on sait que l'entreprise n'aime pas l'instabilité. Là, on est en pleine instabilité depuis des mois et des mois. Il y a eu 6 ministres et secrétaires d'État différents depuis juillet 2022 à l'Outre-mer. Carenco, Vigier, Guevenou, Buffet-Valls. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Mais cette instabilité ne nous arrange pas. Parce qu'il faut à chaque fois réexpliquer nos particularités, nos spécificités aux ministres qui souvent découvrent les Outre-mer. Et puis de façon générale, l'entreprise n'aime pas l'instabilité. Oui. À la fois en termes de projection sur la fiscalité, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, quelles sont les perspectives, quels sont les taux de croissance attendus. Et c'est vraiment une incertitude qui, chez nous, est doublée par cette instabilité gouvernementale et ministérielle en Outre-mer. Vous connaissez la nouvelle ministre, Naïma Mouchou? Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. D'accord. Et en fait, donc, il y avait des sujets qui étaient posés sur la table, qui le restent, en fait. Mais ils sont toujours posés sur la table dans la mesure où le gouvernement, le Coonu 2, n'a pas eu le temps de travailler le projet de loi de finances. Et donc, ce qui va être déposé, présenté au Conseil des ministres, à l'ajustement près, éventuellement, de la réforme de la retraite, devrait ressembler à ce qui avait été préparé par BU, à savoir, notamment pour les Outre-mer, un rabot très fort sur la l'ODEOM sociale, qui, pour expliquer rapidement à nos téléspectateurs, c'est un dispositif qui prend en compte les particularités des Outre-mer et qui permettait des réductions de charges sociales. Oui. Il faut savoir que pour un salarié qui est payé 1,3 SMIC à peu près, l'économie par rapport au dispositif national est de 5 500 €. Ça va entre 5 500 et 6 500 € suivant le secteur d'activité. Donc vous voyez bien que pour 3 salariés ou 4 salariés, c'est un emploi qui sera menacé. Oui. La conséquence, elle est claire. Il y aura un renchérissement du coût du travail, ce sera répercuté sur les prix, donc on aura une augmentation des tarifs, des prix. Oui. On aura, pour la production locale, une concurrence accrue vis-à-vis des produits importés, puisque nous avons déjà, pour les industriels, cette difficulté d'étroitesse de marché. Et donc les produits vont se voir surenchéris. Et donc il y a une vraie urgence à faire prendre conscience au gouvernement que ce dispositif n'est pas simplement là pour aider les entreprises, mais il est aussi là pour permettre la croissance et le développement économique. Alors, un mot quand même de précision. Donc, c'est vrai que ça paraît technique, mais bon, donc c'est la loi d'ouverture au développement économique de l'Outre-mer. C'est complexe, ce dispositif. Il y a 3 niveaux, il y a 3 volets, par exemple. Donc, je crois que ça relève de décret. Compétitivité renforcée, etc. Compétitivité renforcée, les entreprises de plus de 50 salariés, de moins 50 salariés, droit commun, compétitivité renforcée, innovation et croissance. Et puis, juste dans la dernière séquence, il y a un rapport de l'IGAS et de l'IGF qui met en cause l'efficacité en disant, bon, ça doit créer de l'emploi, on n'est pas sûr que ça en crée beaucoup. Alors, nous ne partageons pas toutes les conclusions du rapport de l'IGAS et de l'Inspection générale. Et on a démontré qu'il y avait certains biais statistiques qui avaient été retenus par l'IGAS et par l'IGA. Ce que nous disons, c'est que ce dispositif a permis la réduction du taux de chômage en Outre-mer. Clairement, nous restons à des niveaux de chômage qui sont largement supérieurs à ceux de l'Hexagone. Pour autant, ils ont diminué. Ça c'est un point important. Et le deuxième, je partage le point de vue partiel de l'IGAS sur la nécessité de simplifier le dispositif. La complexité. Il faut le simplifier. Il y a aujourd'hui des entreprises qui y ont droit, qui n'en bénéficient pas, et inversement, des entreprises qui, de bonne foi, pensent être éligibles et qui ne le sont pas. Donc il faut, je suis d'accord là-dessus, simplifier ce dispositif. Mais d'un coup et d'un seul coup, retirer 350 millions d'économies de charges sur les Outre-mer, c'est excessif. Donc vous allez remonter au créneau auprès de la nouvelle ministre, Mme Naïma Mouchou, pour dire qu'il faut rester dans les clous et pas... Déjà, on lui expliquera l'économie des Outre-mer. Elle connaît un peu les processus institutionnels. C'est compliqué quand même, tous les 4 mois, aller voir... Allez réexpliquer. On recommence, on explique. Alors on essaie d'être... Vous auriez préféré que Valls reste ? C'est très compliqué dans la mesure où c'est Valls qui précisément a demandé au ministère de l'économie et des finances les 2 rabots qui nous concernent le plus, le rabot sur la LODEOM et le rabot sur la défiscalisation. Au motif que le milliard d'économies qui a été demandé au ministre des Outre-mer, il a choisi de le faire porter à 70% sur les entreprises, alors que dans l'Hexagone, les
premières prévisions que nous avions sur le budget national faisaient porter l'économie autour de 30% sur les entreprises. Donc, si l'entreprise martiniquaise vous dites un peu tant pis pour lui, quoi, vite fait. doit contribuer au redressement des finances publiques françaises, ça je le crois, je le comprends, on ne peut pas compenser plus que le national. Un mot de la situation des entreprises aujourd'hui. L'année dernière, on a connu des moments très difficiles. Il y a eu des destructions d'emplois, des destructions d'entreprises, des entreprises qui ont brûlé. C'est quoi le bilan, finalement, de la destruction d'emplois ou du chômage partiel le bilan est très clair. Les entreprises martiniquaises ne se sont pas redressées de ces épreuves d'octobre et novembre de l'année dernière. Et on le voit chaque semaine, aux audiences du tribunal mixte de commerce, il y a des défaillances qui sont en augmentation constante. Alors, il y a une aide de l'État. Il y a une aide de l'État qui a été annoncée, un décret du mois d'août 2025, qui arrive donc près d'un an après les émeutes. C'est tard, avec un dispositif qui n'est pas très incitatif. C'est 10 000 euros pour certaines. Voilà, c'est 10 000 euros pour les entreprises qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires en octobre, et 5 000 euros pour celles qui ont perdu plus de 50% en novembre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça arrive, très tard, deux, que 50% de pertes, c'était quand même colossal, et troisièmement, on le voit bien, les entreprises sont très peu intéressées. Nous avons organisé à la Chambre des rencontres sur le territoire, et seules 18 entreprises sont venues à nos réunions, 18 simplement, et avec toujours le même message, c'est trop tard et c'est pas suffisant. Alors, on nous a calqué le dispositif qui avait été appliqué en Nouvelle-Calédonie, mais les conditions n'étaient pas les mêmes, et là aussi, nous avons mobilisé les équipes de la Chambre. Elles sont mobilisées, elles continueront jusqu'à la fin du mois de novembre à accompagner les entreprises qui le souhaitent, mais ça nous paraît insuffisant. Juste un mot, comme vous êtes aussi président du Grand Port Maritime, il y a eu cette avarie sur le port, ce portique qui venait d'être installé, qui s'est effondré. On en sait plus. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. C'est 15 millions d'euros, je crois. Le portique, c'est 15 millions d'euros. Oui. C'est 15 millions d'euros, subventionnés en grande partie par l'Europe et par l'État. Mais c'était censé prendre place dans cette modernisation du Grand Port qui devient hub. Ça s'inscrivait dans la logique que nous avons de transformer le port de Martinique en hub anti avec nos amis de la Guadeloupe. Cet accident va retarder la montée en puissance prévue, mais c'était une montée en puissance progressive. Donc nous pourrons, dès janvier, février, et souvent en discussion avec le principal client du port, CMA-CGM, pour adapter la montée en puissance du hub anti à cet accident regrettable. D'accord. Nous parlions en introduction de la situation nationale, la situation politique, l'instabilité politique. En Martinique, il y a une orientation qui est donnée par la CTM, qui est de discuter du statut. Donc il y a eu ce congrès. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en attendez? Parce que c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini. Oui. Les présidents de chambre consulaire ont été reçus par le président du conseil exécutif. Il nous a interrogés sur la position des acteurs économiques. Je n'avais pas mandat des élus de la Chambre pour répondre à cette question. Donc j'ai convoqué une assemblée générale de la Chambre qui s'est réunie la semaine dernière, que nous avons élargie à des groupes qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas d'élus à la Chambre. Il en ressort que si nous ne sommes pas opposés par principe à une évolution institutionnelle, nous souhaitons qu'elle soit au service d'un projet de développement économique et social qui serait co-construit et co-partagé entre les acteurs économiques et les acteurs politiques. Si la rédaction de ce projet de développement économique fait apparaître qu'il y a des blocages, ben on va les lever. S'ils sont institutionnels, s'ils sont réglementaires, on les fera lever. S'ils sont d'ordre législatif, on fera nécessaire avec nos parlementaires ou avec le gouvernement. Et si d'aventure il y a des obstacles institutionnels, nous ne serons pas opposés à les lever. Mais nous souhaitons qu'au préalable, on ait un projet, une vision partagée, et reconstruite. Et ça, c'est absolument... Mais ça relève de dialogue qui doit être semi-permanent, peut-être. Qui doit être permanent. Oui, doit être permanent. Et donc, nous, acteurs économiques, depuis 4-5 mois, nous nous réunissons à l'invitation de la Chambre, d'ailleurs, pour travailler à ce projet, avec des groupes de travail qui ont été mis en place, tourisme, numérique, économie bleue, agriculture. Toutes les chambres consulaires participent à ces travaux. Les organisations professionnelles patronales y participent aussi. Et l'idée, c'est, fin du mois d'octobre, peut-être début mi-novembre, avoir un projet, un premier socle, avec lequel nous irons voir nos élus pour échanger avec eux sur leur vision,
amender, modifier, quand vous dites les élus, avancer. Tous les élus de Martinique, notamment Ben, dans le contexte on commencera par la collectivité territoriale qui a la charge du d'accord. développement économique. Et je pense que ça peut s'inscrire dans le cadre du processus. C'est quoi les piliers? On voit qu'avec le port, vous voulez donc que le port devienne un hub, donc peut-être aussi augmenter les exportations. C'est quoi les piliers du développement, de la création de valeur? Il y a plusieurs réflexions que nous partageons. Oui. La première, s'agissant de notre environnement caribéen, nos élus sont persuadés qu'on arrivera à exporter dans la Caraïbe des produits. Je n'y crois pas. En revanche, notre savoir-faire, notre technicité, nos compétences en matière de construction parasismique, anticyclonique, nos connaissances en matière de transition énergétique, en matière de numérique, ça peut faire l'objet d'exportation. Tout ce qui est immatériel, on peut aller plus loin, la culture, qui est peut-être aussi un élément qui nous permet de nous intégrer et nous permet de nous exporter partout dans le monde. Tourisme aussi. Donc, tourisme aussi, bien sûr. Et ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec, en arrière-plan, l'idée que les ressources budgétaires françaises sont moindres et qu'il faudra associer les acteurs privés à ces projets. Il faudra que ce soit des financements publics-privés, il faudra réfléchir à du partenariat public-privé sur un certain nombre de sujets. On n'a pas d'opposition à une évolution institutionnelle, à condition qu'elle soit au service du développement. Et alors, l'actualité de la Chambre, c'est le mois de la cybersécurité et la transmission de... Alors, nous avons au mois d'octobre le mois de la transmission reprise. Le vieillissement de la population touche aussi les chefs d'entreprise. Et il nous faut faciliter ces transmissions avec plusieurs temps forts au mois d'octobre. Faire en sorte que ces entreprises ne disparaissent pas, qu'il y ait une transmission et éviter les pertes de compétences, mais aussi les pertes d'emplois qui sont attachées. Puis la cybersécurité, tout le monde a en mémoire la cyberattaque dont a été victime la collectivité, mais ces cyberattaques, elles touchent aussi les entreprises de petite taille. Et donc nous avons un centre de cyberprotection à la Chambre de commerce et d'industrie, et c'est pour nous l'occasion de le mettre en avant, de rappeler aux acteurs économiques qu'il y a la possibilité d'avoir des audits gratuits ou très peu chers avec des experts qui peuvent permettre de renforcer sa sécurité informatique. Donc ils vont sur votre site et puis il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous prévus. Ultime question, on n'a plus de temps. Vous serez candidat au municipal à Ajopa-Bouillon ou ailleurs? Mais je serai sur une liste à Ajopa-Bouillon. Je ne serai pas tête de liste, mais cette liste est ouverte et comme vous êtes au nom du père, au nom d'Édouard Jailly, vous êtes la bienvenue sur la liste. Non, moi je suis bien où je suis. Merci monsieur Philippe Joc, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain face à face sur ATV. Bye bye, à bientôt.